Retour dans cette émission avec l'actualité au Bénin, la présidentielle. On a connu les résultats la semaine dernière. Et Max, Patrice Talon s'en est sorti avec environ 80% de suffrage. Score. Non, mais c'est quand même impressionnant. Et j'ai l'impression quand même que la dictature, au-delà de tout, est une pathologie dont nous ne cernons pas tous les contours. Et quand ça rentre dans quelqu'un, ce qu'il en fait, on ne peut pas. Il n'y a plus de limite dans le. Pas le ridicule, parce que le dictateur, il est à la fois un acteur et un metteur en scène qui ne se regarde pas et qui se laisse regarder et qui ne peut pas savoir jusqu'où il est allé dans le risible. Parce que quand on voit déjà le score de 84-86% au Bénin, ça fait éclater de rire tout le monde, quoi. Je suis sûr que Claudine Talon, qui est une dame sympa, et ses deux enfants ont rigolé un peu de leur père en entendant qu'il a eu au Bénin 86%. Nous, on était habitués à apprendre que au Togo, il y a des marques un peu plus, et que dans d'autres pays, les gens allaient jusqu'à 100,5. Et puis bon, on se disait, il y a des miracles électoralistes. Mais que ce se passe au Bénin, c'est extrêmement inquiétant. Et on a vu, c'est incompréhensible, les successions de panique, d'actes et d'actions que Talon a menées depuis. C'est-à-dire qu'en face de lui, il n'y avait personne déjà. Puisque tout le monde est en exil, le seul qui pouvait être une tête, c'est à Japon. Puisque les sélections au Bénin, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Il faut partir avec à la base 25-30 milliards de francs CFA. Et ici, on est dans une dictature, mais je pense que Foyansime utilise beaucoup moins que ça pour une élection. Peut-être même moins que la moitié. Et donc là-bas, on part avec 25% et avec les rallonges, on arrive vite à 30%, à 30 milliards plutôt. Et puis au deuxième tour, on est vers les 50 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et donc, ce n'était qu'à Japon qui pouvait lui faire peur parce que tout le monde était mis à genoux. À Japon même était en exil, et Komikuchi qui était ministre des Finances, un sulfureux ministre qui a ramassé énormément d'argent et qui pouvait faire le compte au poids, avait disparu. Et finalement, il s'est déchaîné sur une femme, Madougou, qui a un peu payé au Bénin ce qu'elle a semé au Togo. Il s'est déchaîné et on voit la violence avec laquelle il se déchaîne sur une femme qui, a priori, ne pouvait pas gagner contre lui. C'est-à-dire que même si les élections étaient transparentes, moi qui connais un peu le Bénin et qui connais à la fois un peu Talon, un peu Madougou, elle ne pouvait pas gagner face à Patrice Talon. Il n'y avait plus personne. Et je ne crois même pas que les Béninois, aussi machos qui sont et paternalistes, voulaient voir un chef d'État, femme. Non, le Bénin n'est pas prêt. Et beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, ça se voit, ne sont pas prêts pour cela. Et donc, face à rien, Talon a déployé des forces inimaginables, a déployé l'armée. Et maintenant, on commence à s'habituer au Bénin à des morts pendant les élections, pour la présidentielle. Dans la foulée de la campagne, l'opposition parle d'une trentaine, le pouvoir parle d'une dizaine, mais il y a quand même 20 agents de force de l'ordre qui ont disparu. Finalement, on est dans une sorte de reculade totalement incompréhensible et surtout inopportune. C'est-à-dire que Talon avait besoin de faire 2% de ça, qui se maintenait au pouvoir allègrement pour les 5 ans qui lui restaient pour faire les 2 mandats. Et donc, on n'a pas compris. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque actuellement, il n'y a plus d'opposition, l'opposition est abolie. La Constitution, il le change au fur et à mesure qu'il le veut. Il a le contrôle de tout le Parlement. Puisqu'au Bénin, les 83 députés sont tous talonistes. Ils sont tous talonistes. Les 77 mairies, ils sont tous talonistes. Et donc, finalement, je ne sais pas ce qui crée, mais le regret, un peu pour le Béninois, un peu lointain quand même, que je suis, c'est de voir un pays qui aurait pu rester une lumière dans cette marmaille de dictature sombrer aussi facilement. Et la crainte, et ça se voit déjà dans le comportement du système togolais, la crainte c'est que ça rassure les autres. Parce qu'aujourd'hui, même moi j'ai du mal à penser que Foyansime soit pire que Talon. Je ne crois pas. L'actuel Talon, parce que cette émission que nous sommes en train de réaliser, vous ne pouvez pas la réaliser au Bénin. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible de la réaliser au Bénin. Pas du tout. Et moi, j'ai fait une tribune une semaine avant les élections, une tribune un peu vulgaire en attaquant frontalement et Patrice Talon. Je suis sûr que mes pièces d'identité, je ne pouvais pas renouveler de passeport ni de carte d'identité dans les années à venir, c'est clair. Puisqu'après ça, ils sont allés faire une fouille dans la maison de mes parents où je n'ai pas mis pied depuis 10 ans. Je ne sais même pas si j'arrive dans la ville, je ne sais même pas où habitent mes parents. Et ils sont allés fouiller dans une maison totalement délabrée où il y a des archives de nos temps. Et donc, on sent une obsession sur tout le monde, et pour rien. On sent un déchaînement de violence. Et je crains, parce que là, il y a une sorte d'accalmie, parce qu'il y a Iboni a eu peur un peu. La dernière fois, on l'a secoué 52 jours en résidence surveillée, sans manger, sans prendre ses médicaments, sans visite médicale. Donc, Iboni a eu un peu peur.
et n'a pas poussé les gens plus loin. Mais je crains que tout ça, cet accalmie ne soit assez temporaire et qu'il y ait une résurgence assez rapide de la violence, notamment au centre du pays. Parce qu'au centre du pays, c'est les Nagos du Nigeria qui sont là depuis un siècle. C'est aussi un peuple, je ne vais pas dire violent, mais déterminé. Et ils ont eu un baron comme Écoutier qui pendant des années a alimenté tout le monde, a payé les frais de scolarité, donnait de l'argent à toutes les familles, qui aujourd'hui est en exil aux États-Unis. Et donc je crains que tout ça ne crée une violence inutile qui va bien évidemment engranger des morts. Et on sent que même après l'élection, Talon n'est pas prêt de s'arrêter. La preuve, c'est que Joël Aïvo, le constitutionnaliste, qui était assez proche de Madougou, a été arrêté bien après l'élection. Donc on sent que la répression va continuer. Et déjà, le Bénin compte à peu près 80 journaux qui sortent régulièrement, parce que là-bas, on a la culture des quotidiens. La totalité, mais c'est la totalité, ce n'est pas qu'il y a une seule exception. La totalité est taloniste. Hein. Donc le matin, vous allez, c'est les mêmes. Le contenu est le même. C'est la présidence qui écrit les articles, je crois. Ça donne un peu de répit aux rédacteurs en chef, on les voit dans les bars. Ça donne du répit. Et donc, ils mettent en changeant juste les photos et les titres. Donc, on est dans une sorte c'est pitoyable parce que ça ramène les Béninois à un état où on ne les a jamais vus. Et je crois que pour la fierté de chacun des Béninois, c'est extrêmement blessant. Ce qui fait que la revanche, quelle que soit sa forme, peut être beaucoup plus accrue que ce que Talon puisse penser. Oui, M. Ferdinand. Non, moi, je crois que Talon savait très bien que des gens comme Réki Amatougou ou Joël Aïvo ne pourraient pas gagner des élections face à lui, même si il y a toute une machine derrière, c'est-à-dire Yahi Boni et ses amis. Il les savait aussi un peu divisés, il ne s'attendait pas trop. Mais Talon avait une crainte énorme. Talon était convaincu qu'il y avait un complot de la France contre lui à partir du Togo. C'est pour ça qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Il était très convaincu. Il vivait même dans la paranoïa, en fait. Il voyait un danger venir du Togo, en permanence et à tout moment. D'abord, le fait qu'on a muté un ambassadeur de France ici pour aller au Bénin, je parle de Marc Vizy, sur le plan des usages diplomatiques, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que on ne prend pas dans les usages du Quai d'Orsay, et même diplomatique, on ne prend pas un ambassadeur d'un pays voisin dès qu'il finit sa mission pour le nommer dans l'autre pays. De région. Voilà, c'est d'abord un mépris pour le chef de l'État qui accueille le nouvel ambassadeur. Talon aurait pu refuser l'accréditation de ce Marc Vizy, mais là déjà il voyait qu'il y avait quelque chose qui commençait pas à se passer. Et puis tous ses opposants sont ici à Lomé, tout le temps ils recevaient des informations comme quoi bon, il y a des choses qui se mouent ici, la France veut être derrière, veut le déstabiliser. Et puis après il y a cette histoire de Badamassi qui dit qu'il est venu à Lomé, qu'on lui a proposé beaucoup d'argent. Il n'a jamais donné le montant, qu'il a rencontré un homme d'affaires qui dit qu'il faut beaucoup d'argent et que même cet argent-là dépasse le budget du Bénin. C'est ce qu'il a dit, que ça pouvait déstabiliser le Bénin. Donc tout ça, je ne sais pas comment dire ça, a poussé Talon sur la défensive. Il s'est dit, je ne veux prendre aucun risque. Ces gens-là, il faut qu'on les neutralise tout de suite. Voilà pourquoi ils ont mis la main sur la dame. Mais pour Aïvo, qui est aussi quelqu'un qui vient d'ici, qui est aussi conseiller ici, ils ont laissé un peu traîner, en le suivant de même. En le suivant, il était le plus actif pendant les élections, il n'a pas appelé au soulèvement, mais il entretenait la résistance. Mais vous remarquerez quand même qu'on ne l'a pas arrêté seul. On l'a arrêté avec son comptable. Vous voyez, et après on dit blanchiment de capitaux et terrorisme. Apparemment, il y avait de l'argent quelque part qui circulait, et cet argent-là, à un moment donné, le comptable de Aïvo a voulu s'en débarrasser dans une opération, je ne sais pas, bancaire, et on lui a mis la main dessus. Alors on veut connaître l'origine de cet argent, la provenance de cet argent-là. Et donc Talon était dans une espèce de paranoïa. Il était convaincu que de Lomé, il y avait un plan contre son régime. Et donc, il avait vraiment peur. Il avait vraiment peur. Et vous savez que, bon, ce n'est pas quelqu'un qui est naïf. Il sait très bien que le territoire togolais sur lequel nous sommes a servi à déstabiliser beaucoup de pays dans la région par le passé, que ce soit le Libéria, la Sierra Leone, le Burkina, les dernières années, la Côte d'Ivoire. On voit bien que dans le procès en France des mercenaires et tout ça, on a toujours cité le Togo, Montoya et tout et tout. Et Talon sait très bien aussi que dans le processus de son retour au Bénin,
C'est le Togo qui a tout négocié et qui est rentré par ici en passant par l'aéroport de Niamtougou. Donc il sait très bien que les Togolais ont cette capacité de nuisance, ce qui est d'ailleurs normal pour un régime qui fait 50 ans, qui a des tentacules un peu partout. Donc il a eu cette peur-là et il a réagi en légitime défense. Oui, en légitime défense. Maintenant, moi je suis toujours sur ma position. Je dis, quand on élit un chef d'État, c'est pour travailler. Je suis d'accord que Talon travaille. Il fait des choses, quoi. C'est-à-dire, il essaye de faire quelque chose de mieux que les autres. Mais en même temps, c'est son boulot. C'est sa mission. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en même temps, c'est son boulot. Même s'il travaille mieux que les autres, c'est son boulot. C'est son programme qu'il applique. C'est sur ce programme-là qu'on l'a élu. Alors, ceux qui disent, parce qu'il travaille, qu'il doit mettre sous éteignement les libertés, je dis, mais c'est insensé. C'est insensé parce que sa mission, c'est de travailler. Sa mission en temps normal, c'est de travailler. À moins qu'on dise que le Bénin change de statut, le Bénin n'est plus une démocratie, et donc on bannit les libertés, et donc Talon proclame la dictature, et il travaille, tout le monde se tait. Mais si on est en démocratie, et qu'il est arrivé aux élections par les urnes, il doit se contenter juste de mettre en application son programme. J'ai programmé de faire les rues dans les quartiers, je cherche l'argent, je le fais. J'ai programmé de construire ceci, une université, je le fais. J'ai programmé de construire un nouvel aéroport, je le fais. Mais je ne le fais pas en mettant sous éteignement les questions de liberté. De toute façon, quand il allait aux élections, il n'a pas dit, si vous me choisissez président, je vais mettre sous éteignement toutes les questions de liberté. Donc ceux qui disent, ils travaillent, donc les gens doivent se taire, je leur dis, mais vous n'avez pas à dire ça. Parce que le travail pour lequel il est élu, c'est ça qu'il est en train d'accomplir. C'est sa mission. Sa mission, c'est que l'État béninois, c'est-à-dire tous les citoyens béninois, ont mis l'argent à sa disposition pour développer le pays. Donc ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire en disant, il travaille, donc il doit réprimer toutes les voix discordantes dans le pays. Ça n'a aucun sens. Mais on nous dit, oui, que le Bénin est un désordre démocratique, que Talon veut mettre de l'ordre. Mais on oublie que depuis 20 ans, ceux qui ont participé au désordre au Bénin, sur le plan démocratique, c'est Talon. Et il est l'un des piliers. Il était avec tous les chefs d'État. Il les finançait tous et en retour, il recevait les marchés gré à gré, ce qui a contribué d'ailleurs à son enrichissement extraordinaire, son enrichissement rapide. Et donc, celui qui a été au cœur de ce désordre-là, et qui a alimenté ce désordre-là, qui a nourri ce désordre-là, qui donne de l'argent aux partis politiques pour se faire la guerre, ne peut pas venir aujourd'hui se pointer comme le justicier, celui qui vient mettre de l'ordre, vous voyez. Bon, moi, je continue de le dire que je reconnais à Talon des mérites. Il est venu, il fait des choses, il change le Bénin, il travaille, mais ce n'est pas une raison pour mettre sous éteignement les questions de liberté. Je réponds à certains qui m'ont posé des questions sur ma position sur Talon. Je dis, la Suède, la Norvège, la Finlande sont des pays que j'ai visités. C'est des pays très, très, très développés. Dans les indices de développement, ils sont les premiers pays de bonheur. Mais on n'a pas développé la Suède, la Norvège et la Suède en mettant sous éteignement les questions de liberté. Parce que qu'est-ce que les gens disent? Oui, en Afrique, pour développer les pays, il faut un modèle dur. Ça n'a aucun sens. C'est totalement fou comme raisonnement. La Suède, je sais pas, la Finlande, tout ça, c'est des pays qui ont été développés sur des bases démocratiques où les citoyens ont le pouvoir. Même en Suède, là, quand tu prends même un seul franc dans les impôts, tu démissionnes tout de suite. Parce que le contrôle des citoyens est plus fort que tout. Tout le monde est au même niveau, vous voyez. Même les États-Unis, parlons-en. Mais les États-Unis n'ont jamais été un pays basé sur une quelconque royauté. C'est un pays de colons qui a connu la guerre civile, mais qui se sont mis ensemble pour construire les États-Unis. C'est sur la base de la démocratie qu'on a construit les États-Unis. On n'a pas construit les États-Unis sur un pouvoir dictatorial ou quoi que ce soit. C'est l'exemple qu'il nous faut. Vous voyez. Et donc, qu'on laisse de côté les histoires de Chinois et tout ça, qu'on vient nous dire que bon, on peut mettre de l'ordre en Afrique. Non. On ne peut pas dire, parce que Talon développe le pays, il faut qu'il détruise tout le reste. Non. Parce que vous savez, la question de la liberté est au centre de tout développement. Si vous n'avez pas la liberté, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas entreprendre, vous ne pouvez pas créer la richesse. Parce que celui qui met en cause la liberté des gens, il détruit toutes les autres libertés, toutes les autres libertés. La preuve, Ajavon était le plus grand contributeur au Bénin et le plus grand employeur. Au Bénin, il était le président du patronat. Il a détruit ses entreprises et donc forcément les gens sont partis en chômage. Ou bien, alors Sativi, qui était le président de la chambre du commerce, il a mis aussi KO
il a détruit ses activités, il a mis les gens au chômage. Et il y a certainement d'autres personnes que je ne connais pas au Bénin que Talon a dû mettre à genoux sur le plan financier, juste parce qu'il veut être le seul coq de la basse-cour pour dominer tous les autres. En fait, c'est ça. Et le danger qu'on va avoir, c'est dans 2 ou 3 ans. On verra si Talon fait tout ça pour mettre de l'ordre au Bénin, ou bien il le fait pour s'incruster le plus longtemps au pouvoir. Parce que comme Max Kamel vient de le dire, tout ce qu'il est en train de mettre aujourd'hui à la touche, tout ce qu'il est en train de persécuter, alors que les Béninois n'ont pas cette culture-là, ils vont se préparer pour la revanche. Et la revanche, si elle arrive, elle sera fatale pour le pays. Parce que si Talon finit son mandat, si les autres prennent le dessus, Talon ne vivra plus au Bénin. Il sera bien obligé de partir de ce pays, de ramasser ses clics et ses claques et aller faire ses affaires ailleurs. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour ce pays? Je ne le pense pas. Donc, à mon avis, il faut que Talon arrête les arrestations, il faut qu'il fasse, je ne sais pas comment dire là, il faut qu'il desserre un peu le taux. Bon, il vient de prendre son 2e mandat, qu'il desserre un peu le taux, qu'il libère ce qu'il doit libérer. Lui-même, par le passé, on l'avait accusé d'avoir tenté d'empoisonner le président, on ne l'a pas coupé la tête. C'est vrai qu'il a connu quelques jours d'exil, quelques mois, mais on ne lui a pas coupé la tête. Donc, il faut qu'il libère tout ce qu'il a pris. Il faut qu'il ramène la balle au centre pour que la concorde revienne dans ce pays. Parce que nous avons besoin d'avoir des pays qui nous servent d'exemple pour mettre en difficulté les autres dictateurs qui sont là. Je vais vous donner un exemple. En 2010 ou 2011, le Togo, tous les pays ont basculé dans la démocratie, plus ou moins, même s'il y a des imperfections. Le Togo et la Gambie étaient les 2 pays qui ont refusé de signer le protocole d'Accra, sur le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, notamment la limitation de mandat. Alors, les efforts des peuples et de la société civile et des organisations, c'était d'amener les 2 pays finalement à rentrer dans les rangs. Entre-temps, Yaya Jammeh est tombé. Il ne restait que le Togo. Vous imaginez que en moins de 10 ans, on a fait le sens inverse. Oui. Tous les pays ont modifié leur constitution pour revenir à la situation antérieure. La Côte d'Ivoire, la Guinée, et c'est le Togo qui a donné l'exemple. Oui. Je ne sais pas si vous voyez, la Côte d'Ivoire, la Guinée, aujourd'hui même la Gambie, qui a chassé Yaya Jammeh, le président commence pas à avoir des velléités. Macky Sall est en embuscade. Vous voyez, le Mali est tombé dans une situation d'insécurité. Même le Niger, on n'est pas sûr que les choses vont se passer clairement au Niger parce que le pouvoir tel que, la succession telle que Mamadou Issoufou l'a préparée est viciée, est tellement dangereuse que moi j'ai bien peur que dans les 6 mois ou les 9 mois, le Niger va connaître une situation difficile parce que ils ont préparé une succession qui n'a pas eu le consensus national. Ils ont utilisé la force pour imposer Bazoum. Bazoum qui, de la vie de beaucoup de Nigériens, quand vous parlez avec eux, n'incarne pas le Niger dans sa diversité parce que les Nigériens, il y a eu un débat fou au Niger à la veille des élections. Les Nigériens disent que Bazoum n'est pas Nigérien d'origine, que ses arrière-grands-parents immédiats venaient de la Libye, il fallait qu'il prouve des papiers et tout, et que Bazoum appartient à une minorité, une extra-minorité d'Arabes. Il n'est même pas Touareg. Vous voyez, alors que les populations majoritaires au Niger, c'est les Djerma et les Haoussa. Et Mamadou Issoufou a joué un jeu très cynique. Celui qui devait prendre le pouvoir, qui est de la même ethnie que lui, il a refusé de le prendre. Alors qu'ils sont dans le même parti, il a préféré Bazoum. Et qu'est-ce qu'il négocie? Il met son fils, ministre du pétrole, parce que la prochaine richesse du Niger, c'est le pétrole qui va être exploité dans 2-3 ans. Et le pipeline va quitter le Niger pour arriver au Bénin par Porto Novo. On va créer un port minéralier à Porto Novo. Les bateaux viendront charger le pétrole à Porto Novo. Donc, il y aura un pipeline de plus de 1500 km, voire 2000 km depuis le Niger jusqu'au Bénin. Et le Bénin, lui, va percevoir les droits comment vous appelez ça? Les droits les droits de passage, et de sécurité, tout ça, sur son territoire. Et donc, il y a une manne qui est là, et c'est les Chinois qui ont eu le contrat. Et les pipelines, c'est-à-dire les bus qui doivent servir à construire les pipelines, sont en train de passer par le port de Lomé depuis la 2e année, ça. Parce que les bus doivent passer pendant 3 ans. Parce que c'est très grand, c'est énorme. Et c'est le Togo, le port de Lomé, qui a eu ce marché-là. D'où les relations entre le Niger et le Togo. Vous voyez qu'il y a des intérêts qui interfèrent dans les relations qui parfois plombent la démocratie dans nos pays. Par exemple, s'il y a une situation au Togo, si on demande l'avis du président nigérien à un sommet de la CEDEAO, parce qu'il a des intérêts immédiats avec le chef de l'État, il ne peut que soutenir celui qui est là. Le Burkina, même chose. Le Mali, même chose. Vous voyez. Et donc, c'est pour cette raison que les oppositions
je parle ainsi, je mets tout le monde dans les paniers, doivent aujourd'hui réajuster leur logiciel de combat de manière à inscrire aujourd'hui la géopolitique dans la lutte contre le régime. Ça veut dire, vous mettez la question du terrorisme et de la position française aujourd'hui qui ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Vous mettez la question des pays voisins aussi dans la balance. Vous voyez, et donc, vous les rassurez. Oui, c'est ça. Donc, il y a tout un débat à faire, il y a un travail qui est à faire. Et donc, moi, je pense que on a beaucoup reculé. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de modèles. C'est pour ça que nous critiquons parfois les dérives de talent. On a besoin de modèles, parce que c'est les modèles qui doivent servir d'exemple pour mettre les autres en difficulté. Si on n'a plus de modèles, c'est que le combat est perdu. Aujourd'hui, Talon fait la chose, fait ce qu'il est en train de faire au Bénin, parce que les autres chefs d'État ont fait les mêmes choses, il ne s'est rien passé. Il se dit, moi aussi je vais faire comme je veux. Vous voyez, il n'a pas eu beaucoup de félicitations, mais il s'en fout. Lui, l'essentiel c'est qu'il est au fauteuil. Si un chef d'État ne vient pas à son investiture, il s'en fout. Parce que lui-même, il est dû par nature de texte. Il n'est pas allé au Tchad, il s'en fout, il ne va pas dans ces choses-là, il s'en fout. L'essentiel c'est que lui, dans son pays, il est assis, il est président. Donc, ces exemples-là, si quelque part l'espace démocratique recule, nous devons nous en inquiéter, nous qui voulons que la démocratie s'installe chez nous, parce que ça fait le jeu de ceux qui veulent s'incruster au pouvoir. Voilà pourquoi, sur le cas du Bénin, j'ai forcément une position mitigée. Je comprends que Talon travaille, mais en même temps, je dis, ce n'est pas parce qu'il travaille, parce que le travail qu'il fait, c'est sa mission en réalité. Ce n'est pas parce que je travaille et que je dois mettre en péril la vie des autres. Non, la vie des autres ne m'empêche pas de travailler. Je travaille, je rencontre le peuple et puis après je m'en vais. Voilà. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Mas? Rien d'autre, hein, ça va. Je pense aussi que le fait de dire que Talon travaille, donc il peut violenter les libertés fondamentales. Au Bénin, on l'a constaté, tous les présidents travaillent. Hein, ce n'est pas. On travaille. C'est-à-dire qu'il y a il a fait des routes, il a fait beaucoup de choses. Il a fait des échanges, il a fait énormément de routes. Talon n'a pas encore fait le tiers de ce que Yaïboni a fait. Il a fait beaucoup de choses. Donc Yaïboni aussi a fait, avant Yaïboni Soglo a fait, Kérékou a fait. Donc c'est un pays où tous ceux qui arrivent font des routes. Oui. Donc c'est déjà pas extraordinaire d'en faire. Et c'est quand même curieux la personnalité de Patrice Talon. Quand on le prend, c'est un homme d'affaires qui n'a fait d'affaires qu'avec l'État. Ouais. Patrice Talon n'a jamais fait avec l'État. Il n'a jamais importé. Il s'est enrichi avec l'État. Nous importait des poulets toxiques, congelés, des poissons brésiliens et tout ça. Talon n'a jamais rien fait. Il a toujours fait du business avec l'État. Il n'a jamais gagné un seul appel d'offres. Il a toujours eu de gré à gré depuis 90. Ouais. C'est quelqu'un quand même d'exceptionnel. Et au plus fort, il y a en 2016, ou juste avant d'être président en 2015, Talon, qui était l'homme le plus riche, payait beaucoup moins d'impôts qu'Ajamon. Ajamon payait 9 fois plus d'impôts que lui. Et pourtant, les deux avaient des affaires dans le pays. Et donc, parce que Talon a eu des arrangements pour avoir des minorisations fiscales à tous les niveaux. Et donc, c'est quand même... c'est un voyou, c'est un délinquant en amont et en permanence. Il n'a pas changé. Il a juste transféré sur la place publique, donc en usant cette fois-ci de la puissance publique, ce qui faisait un peu dans l'ombre. Pour revenir un peu sur les relations avec le Togo, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait eu une sorte de complot quelconque qui vient du Togo. Non. Déjà, le Togo même, c'est un État à pied moi, je ne le pense pas non plus, mais c'est eux qui pensent. Oui, donc c'est un pays unijambais qui déjà a du mal à tenir. Et je ne le vois pas en fait. Des problèmes ailleurs. Donc c'est déjà compliqué. Mais il y a des faits qu'on a observé par le passé, c'est qu'en octobre 2017, alors que Tikpi Atchadam venait de mettre à chaud tout le pays, Patrice Talon vient, Fort va l'accueillir à l'aéroport de Lomé, et Patrice Talon refuse d'aller au palais. Et il dit non, bon, compte tenu de la situation du pays, et Fort insiste en disant non, on peut trouver un hélicoptère et aller parler au palais. Il a refusé. Il lui a dit bon, il faut faire attention parce que si ça déborde, moi j'ai pas de place pour des réfugiés au Bénin, ça va avoir de l'impact sur notre économie. Et en ce moment, Patrice Talon était encore quelqu'un qui pensait plus ou moins à un seul mandat, qui jouait encore un peu le gentleman. Et donc ça a énormément frustré Fort Yansingbe qui quand même, c'est de son droit d'être au pouvoir fort. Son père a fait 40 ans, le mec vient, il fait que 10 ans et vous le dérangez. Ça l'agace quoi, l'enfant, papa, qu'on veut lui arracher son gâteau ou sa piponnette. Et donc après, Talon part, et l'année qui suit, il y a une réunion de la CV. La réunion a lieu au Togo. Les deux chefs d'État sont à la réunion. Avant la réunion, Patrice Talon, qui a déjà commencé par avoir des problèmes avec Madougou, dit je ne veux pas voir cette dame-là à cette réunion. À cette réunion-là, je ne veux pas voir cette dame. Et les deux protocoles se mettent d'accord. On est là, et puis la chamane d'or sur ses talons, vient. Et donc, il a un comportement de talent.
Ça blesse un peu Talon. Et donc vous allez voir, ce qui a fait que la mort de la CEB, c'est Talon qui l'a précipité et qui a dit aux Togolais, si tu n'envoies pas une délégation rapidement pour l'entériner à Cotonou, moi je vais oublier tout ça là, et puis bon, ça va s'arrêter là. Et même là, quand on a fini, le Bénin dit, mais nous, les pipelines qui ont été posés par la CEB depuis le Nigeria et qui passent par le Bénin, nous on les bloque où on veut sur notre territoire. Alors que le Togo et le Bénin. On fait des droits de passage maintenant. Les deux ont investi pour faire les pipelines. Et puis le Bénin dit, mais moi je les bloque en sachant que ça ne sert à rien, puisque le pétrole ne peut venir que du Togo, l'énergie ne peut venir que du Nigeria et non pas du Ghana, parce que ça vient du Nigeria jusqu'à l'Ouest. Donc le Bénin dit, nous on le bloque là où nous voulons. C'est une manière de naguer un peu le Togo. Il faut reconnaître qu'en amont à tout ça, Kwame Kouché, qui est ancien ministre des Finances, est très très proche de Madougou. Et Madougou l'a proposé d'ailleurs pour le remplacer au gouvernement quand il a calmé ses problèmes personnels avec Yaya Boni. Et ce type, le Bénin a installé une liste. Dès que la police vous convoque, dès que vous n'arrivez pas, ou le script, l'équivalent du SRI vous convoque et vous n'allez pas, on met automatiquement votre nom sur une liste qui vous empêche d'avoir l'acte de naissance, les cartes d'identité, les passeports et tout ça. Et le Bénin s'est rendu compte que bien qu'on ait mis tout cela sur la liste, sans être un demandeur d'asile, au moins Ajavon a demandé l'asile en France, qu'il lui a accordé, il a un passeport de demandeur d'asile qui lui permet de circuler même s'il ne va nulle part. Et comme Kouché continue de faire le tour du monde, et en vérifiant, les Béninois se sont rendus compte que... Oui, les Béninois se sont rendus compte que... Oui, qu'il avait un passeport qui... pourrait lui être délivré par le Togo. Certains disent que c'est un passeport espagnol. Le Talon pense que c'est un passeport diplomatique togolais qu'il avait. Mais les Togolais ne reconnaissent pas. Non. Les Togolais disent non. Ils disent non. Personne ne sait ce qui s'est passé réellement, mais toujours dit qu'il voyage et il vient ici tout le temps. Il vient de temps à autre, le mec quand il en a besoin. Et à côté de ça, on a constaté aussi un défilement d'opposants béninois qui traversent la frontière, qui viennent ici. Il y en a qui sont en exil, qui quittent l'exil et qui viennent ici. Et donc moi je crois que Foyan Singbe, qui sur les traces de son père peut semer un peu la panique chez les voisins pour avoir leur soutien et leur regard, entretient sans aucun doute possiblement ces oppositions béninoises, puisque Talon quand même très stratège, et comme il sait que l'opposition béninoise, les hommes politiques béninois n'avaient rien sans lui, puisque c'est lui qui les finançait, il ne donnait plus, mais à côté de ça, il sait comment il peut avoir de l'argent sans lui. Il a tari tous les robinets, et toutes les sources on va dire, et malgré ça, ça vient quand même, il y a encore un peu d'argent qui vient, les gens continuent de s'agiter, et Patrice Talon pense, moi je crois qu'il a raison sans doute un peu que Foyan Singbe alimente d'une manière ou d'une autre quelque chose contre lui. Forcément. Maintenant, c'est pas à déstabiliser le pays, c'est un peu contre lui. Maintenant, quand Rekiat Madougou, qui est d'origine béninoise, est conseillère officiellement avec rang de ministre, son titre c'est conseiller technique spécial, avec rang de ministre au Togo. Elle loge à l'entrée du portail de Lomé 2, le portail sud de Lomé 2, dans des logements présidentiels appartenant au chef d'État togolais, et ça se voit quand même qu'il y a des accointances un peu plus intimistes qui ne m'intéressent pas entre cette femme et le chef d'État togolais. Et puis après, subitement, elle se retrouve au Bénin, candidate, avec beaucoup d'argent, et ensuite là-bas, elle revient, elle fait des allers-retours, et quoi qu'on dise. Elle menace. Elle menace, et puis après, elle revient ici. Quoi qu'on dise, c'est quand même impressionnant. Et quand il est arrivé pour le gouvernement togolais de communiquer, le gouvernement togolais a pris un décret. Le président prend un décret qui la nomme depuis 2014, parce qu'elle est venue en 2013, donc depuis 2014-2015, on la nomme conseillère avec tout ce qui est communication, marketing, rente de ministre, tout ça. Et à aucun moment, il n'y a eu aucun décret qui a mis fin. Mais vous attendez le ministre Trimois, porte-parole du gouvernement togolais, qui dit oui, elle a été conseillère, comme si en temps elle ne l'est plus. Alors qu'il n'y a aucun décret, on a entretenu un flou qui permet toujours à Talon de se dire il y a toujours quelque chose qu'on cache et tout ça. Et je pense qu'il faut la faire à dessein. Et ça a bien marché, parce que de l'autre côté, il a un chef d'État pathologiquement malade qui veut s'accrocher au pouvoir et qui ne veut rien lâcher. Et lui-même, il était un peu dans cette posture, dans cette posture de profiteur de la République. Et puis maintenant, il s'assoit un peu, il devient jeune doyen. Et ça doit lui faire plaisir de son salon de tirer les ficelles un peu et de faire peur aux nouveaux venus, comme on lui faisait peur il y a 15 ans. Voilà. Donc c'est un jeu entre palais. Non, on espère que la situation au Bénin va évoluer, que bon voilà, le calme va revenir et que le Bénin va retrouver ses lettres d'antan, le pays de référence d'antan. C'est vrai que pendant des années, il y a eu une corruption rampante dans la classe politique béninoise. Et quand on parle de politique au Bénin, c'est beaucoup d'argent
tellement d'argent, les gens changeaient des camps comme on changeait des habits, il y avait des, comment vous appelez ça, des transhumants politiques incroyables. La preuve, l'un des célèbres, c'est Madame Assi. Il a fait tous les chefs d'État, je crois. Il est dans tous les cas. Il est dans tous les cas. Bon, je n'entends plus trop Marie-Élise Bédot, qui était une dame assez quand même, qui avait le verbe très poignant. Elle est avocate, elle a quelques marchés avec l'État. C'est une avocate, elle est avocate, elle faisait vraiment un truc. C'était une belle dame en fait, mais elle n'est plus sur la scène politique, mais elle avait vraiment la gueule forte. Ouais. C'était le Nicolas Lawson du Bénin, elle crachait du feu. Bon, pour tout le reste, aujourd'hui, Talon, il a décapité toute l'opposition, il a totalement le vent en poupe. Bon, on verra véritablement si ses intentions, c'est de nettoyer le pays, c'est de mettre le pays à l'ordre, ou bien c'est de créer un environnement pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, ou passer le pouvoir à un de ses fidèles qui va préserver après ses intérêts à lui, quoi. Parce qu'on a l'impression que c'est une oligarchie qui est en train véritablement de s'installer à la tête du Bénin, et c'est très dangereux pour les populations moyennes qui ont besoin que l'argent circule, que les projets circulent pour que les gens vivent très bien, quoi. Merci messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais avant de boucler, la semaine dernière nous avons enregistré notre émission numéro 68 et nous avons fait le débat ici, mais il y a certains qui n'ont pas compris des idées émises par l'un de nos invités, Ferdinand. La semaine dernière, il y a des gens qui ont apporté des critiques sur une intervention que vous avez faite ici. Non, les critiques, elles sont les bienvenues. Vous savez, nous sommes dans un espace public où chacun essaie de mettre ses idées. On ne voit pas les choses sous le même angle. Chacun essaie de mettre ses idées. Moi, j'ai lu des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux. Les gens ont insulté comme d'habitude, mais sans jamais signer leurs écrits, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage. Nous, on parle à visage découvert. Depuis le temps des Adémons, on fait les débats, on fait à visage découvert. Et on assume nos propos. On ne se cache pas, on n'a pas de faux compte profil, on ne signe pas des choses sur les réseaux sociaux avec des faux noms. Voilà l'avantage que nous avons sur les autres. C'est la preuve que nous sommes vraiment des gens démocrates et tout. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses. Quelqu'un me dit, mais pourquoi vous attaquez aux leaders? Je dis, mais moi je ne m'attaque jamais aux leaders. La preuve, ça fait au moins 2 ans qu'on n'écrit plus sur la classe politique togolaise. Parce que pour nous, c'est plus grand chose. On n'écrit plus sur la classe politique togolaise parce que et l'état dans lequel la classe politique togolaise se trouve aujourd'hui, je dirais que les gens sont dans des ambulances. Ils se détruisent bien eux-mêmes, ils se font eux-mêmes du harakiri. Nous n'avons pas besoin de venir tirer sur eux. Au moment où il fallait accompagner les gens, nous avons accompagné les gens dans ce pays. Tous les leaders qui ont émergé, je l'ai dit la dernière fois, on les a accompagnés sans rien demander à qui que ce soit en retour. Au contraire, nous avons eu des problèmes, nous, en tant que journalistes. Quand on nous a suspendus il y a quelques semaines, aucun parti politique ne s'est pas manifesté ou bien dit qu'ils sont solidaires de nous. Au contraire, certains se sont réjouis. Certains ont même dit, mais il fallait qu'on nous retire le récépissé. Vous voyez, comme on a retiré le récépissé à Carlos. Et donc, ce que nous dénonçons et sur lequel nous ne transigeons pas, c'est le fait que des leaders ou certains acteurs politiques, vous voyez, se permettent de jeter le discrédit sur le travail des journalistes. C'est ça qu'on n'accepte pas. Parce que nous sommes des journalistes, nous produisons, nous faisons le fruit de nos investigations, on fait beaucoup de choses. Et quand on se retrouve dans une situation où un dossier est sur la place publique, comme le Pétrole Gate, et que nous faisons face à une action judiciaire, et que dans notre vie de tous les jours, nous recevons des menaces, nous avons des difficultés à sortir de nos domiciles, nos familles reçoivent des menaces, les gens nous attaquent mystiquement, tout ça, et que non seulement les acteurs politiques, ceux qui se réclament de l'opposition ne sont pas manifestés, n'ont pas manifesté leur solidarité envers les journalistes, mais quand on leur pose des questions sur les médias, ils essayent de façon sournoise de jeter le discrédit sur le travail que la presse fait dans ce pays. Nous disons non. C'est ça que je dénonce. Les gens disent oui, on se fait passer pour les propriétaires de grands dossiers. Nous ne sommes jamais passés pour les propriétaires de grands dossiers. C'est les politiques qui pensent qu'ils sont propriétaires de l'espace de l'opposition. Et c'est eux qui décident même qui est opposant, qui n'est pas opposant. Puisque quelqu'un l'a dit, nous sommes suffisamment humbles. C'est pour ça que quand
il faut parfois apporter notre soutien à certains politiques. On l'a fait, sans rien demander en retour. Donc nous sommes suffisamment humbles, mais notre travail, c'est les dossiers. Nous sommes des journalistes. Si on n'a pas les dossiers, on a quoi? C'est les dossiers. Maintenant, s'il y a des responsables politiques qui ont des dossiers contre le régime et qui ne veulent pas les mettre à la disposition du public pour fragiliser le régime qu'ils combattent, soit ils n'ont pas de dossier, soit ils ont les dossiers. Voilà. Je crois aussi quand même, je crois aussi qu'il faut dire que le travail qui est fait par l'alternative en miniature, c'est un peu ce que fait Mediapart. Et quand Mediapart est né il y a une dizaine d'années, c'était la même méfiance. Il y avait à la fois la méfiance des hommes politiques, notamment de droite, parce que Eddy Plenel est quand même un gauchiste. Un gauchiste. Sinon, un gauchiste. Et donc, bien évidemment, toute la droite était prudente et même la gauche régulière était assez prudente et tout ça. Et on l'attaquait. Et en même temps, au sein des médias, de la presse, les journaux... D'autres journaux l'attaquaient aussi. D'autres journaux l'attaquaient parce qu'ils estimaient qu'il était le mal aimé. Il allait trop loin. Ouais. Et aujourd'hui, il poussait le bouchon trop loin. C'est la seule vraie vitrine de journalisme sérieux. Exactement. En France, et même dans le monde francophone. Et c'est ça qui permet à la France d'exister par rapport au monde anglo-saxon, par rapport aux États-Unis. Mais attends, c'est le seul élément... Quel journal offre aujourd'hui des tribunes à tous les pays francophones pour publier des réflexions? C'est Mediapart. C'est Mediapart. Oui. C'est Mediapart. Et ils sont allés jusqu'à, il y a 3 ans, les autres groupes de presse sont allés jusqu'à pousser les fiscs à tasser Mediapart plutôt comme une entreprise de presse, plutôt que de les tasser comme un site en ligne. Et donc Mediapart a dû faire face à un redressement fiscal. Et donc je pense que cela arrive à l'alternative, moi je comprends. C'est la preuve quand même qu'il y a un travail qui se fait et qu'il y a de l'avenir, il faut continuer à persister. Mais tu sais pourquoi? Quand on a commencé le Petrolgate, il y a une stratégie qui a été mise en place pour nous atteindre. Mais nous on a vu venir. En fait, dès qu'on a sorti le dossier, il y a eu des spéculations, les gens commencent par raconter tout et n'importe quoi, et puis après il y a eu cette plainte-là. Et qu'est-ce que les plaignants ont fait? Ils ont voulu utiliser des journalistes qui sont aussi crédibles que nous pour nous attaquer. Je ne sais pas, vous voyez, on a appelé des gens, on leur a proposé des moyens, bon, on a même demandé à certains, tu es proche de Ferdinand, bon, on va te récupérer, pour que bon, tu fasses la contradiction. Parce qu'ils avaient besoin d'un support médiatique crédible pour décortiquer ou démanteler ce que nous avons fait. Alors, la chose a foiré, et il y a eu des informations qui sont sorties et tout. Et donc, nous avons profité pour resserrer un peu nos rangs. Vous voyez. Après, eux-mêmes, ils sont allés sur les médias. On a vu l'avocat qui a fait tous les médias jusqu'à France 24 raconter des histoires à dormir debout, que cette histoire n'est pas vraie, il n'y a même pas eu un début de preuve, qu'il n'y a jamais de détournement. Il a fait tout le tour des médias. Après, ils ont utilisé d'autres médias togolais qui ont été régulièrement servis par des articles. Ce n'est pas les journalistes qui écrivaient ces articles-là, mais on écrivait l'article, les juristes écrivaient l'article, ils donnaient de l'argent et ces médias publiaient chaque jour, chaque semaine, pour soi-disant démonter tout ce que l'alternative a fait. Ça n'a pas marché, justement parce que... L'audit est arrivé après. Ouais, parce que, voilà. Et après l'audit est arrivé, et même quand l'audit est arrivé, on dit que bon, les auditeurs, les inspecteurs ont fait un audit à charge, ils n'ont pas écouté les autres, et tout, ce qui est totalement faux. Et donc, à chaque fois qu'ils posent un acte, ils s'embourbent, vous voyez, et ils s'enfoncent. Et du coup, cette technique-là, après ils ont fait quoi? Ils ont voulu discréditer le journaliste, c'est-à-dire ma personne, en disant j'ai lu des choses que l'avocat, je ne veux même pas le nommer, a écrit sur des réseaux sociaux, que je suis le pape de la désinformation, je suis ci, je suis ça. Ça vaut actuellement une plainte contre lui devant les tribunaux, en dehors de la procédure judiciaire sur le Petrolgate. Et donc, ils ont voulu discréditer le journaliste pour discréditer le message qu'il porte. C'est une technique de rhétorique, c'est-à-dire on discrédite la personne qui porte le message, au même moment on discrédite le message qu'il porte. Et cette théorie aussi n'a pas marché. Alors, quand on voit dans cette même veine un acteur politique soi-disant de l'opposition qui aboie de la même manière que ceux qui tentent de nous discréditer, c'est une provocation. Parce qu'avant, ils ont posé des actes dans l'ombre, qu'on ne veut pas dire. Quand les organisations de la société civile voulaient faire leur conférence de presse sur le Petrolgate, on a envoyé des gens pour leur dissuader de faire la conférence de presse. Et ça, c'est les opposants qui ont fait ça. Quel intérêt ils ont à protéger les voleurs, vous voyez? Et donc, les voleurs du régime. Les voleurs du régime. Alors, cette histoire-là nous a fait sortir de nos gonds pour mettre les points sur les i, en disant, écoutez, vous avez suffisamment de dossiers dans le placard, nous n'avons pas envie de vous attaquer, mais si vous venez nous provoquer sur notre terrain, on va vous attaquer, on a suffisamment de munitions. Et je pense que c'est légitime
Maintenant, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper des opposants qui sont en train de se couler et de couler eux-mêmes, parce que eux-mêmes, ils sont au bout de leur combat. Et à chaque fois qu'ils font des sorties, les sorties sont tellement hasardeuses qu'ils prennent un peu plus. Oui, ils s'enfoncent dans l'opinion. Et donc, ce n'est pas nous qu'ils vont mettre devant comme c'est nous qui avons entraîné leur chute. Eux-mêmes, ils sont en train de bien couler. Et nous, on ne va pas précipiter leur chute. Nous, on va continuer notre travail. Et j'ai dit ici que notre travail, c'est d'informer. Et surtout d'informer dans une situation assez difficile. Parce que regardez un peu, ils sont encore combien de journaux au Togo qui font de l'investigation? Il n'y a plus personne, en fait. Il n'y a plus personne qui se livre à ce travail, qui est un travail délicat. Mais si on n'informe pas les citoyens de la manière dont les ressources sont gérées dans le pays, même l'opposition devait remercier les journalistes qui font de l'investigation. Ça leur permet d'avoir des pistes. Comme ça, demain, s'ils prennent le pouvoir, ils sauront comment régler les problèmes qui se cachent derrière les détournements, les enrichissements illicites, là où les gens ont pu cacher de l'argent qui peut menacer le prochain pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Au Sénégal, un leader comme Ousmane Sonko, il sort des dossiers. Vous savez que c'est quelqu'un qui a la maîtrise des dossiers, puisqu'il a été aux impôts, inspecteur des impôts. Il sort les dossiers. La semaine dernière, il a sorti un grand dossier sur les fils de tous les ministres qui ont la scolarisé dans les grandes universités avec les fonds qu'on paie leur scolarité. Ici, la classe politique de l'opposition n'a pas suffisamment le temps pour faire ce travail-là. Et ils n'ont même pas les moyens. Bon, les gens ont fait l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pu sortir un document pour montrer à la presse, pour dire, bon écoutez, on a mis la main sur tel document qui peut vous permettre de crier un peu plus fort et fragiliser le régime. Les seuls documents sur lesquels ils ont rebondi, c'est des documents sortis par la presse. La preuve, le dossier Servais, sur lequel les gens sont intervenus sur les médias, c'est l'alternative qui l'a sorti. C'est nous qui avons sorti le dossier Servais. C'est nous qui avons sorti les Panama Papers. C'est nous qui avons sorti les Wassem Gates. On a sorti les Swiss Leaks. Donc, nous, chaque fois, nous sortons des grands dossiers et normalement, une opposition organisée, structurée, devait se faire un allié, la presse, qui sont les dossiers. Parce qu'à travers ces dossiers-là, ils doivent comprendre que c'est comme ça que le pouvoir se finance, c'est comme ça que les gens tiennent le pouvoir, c'est comme ça que les gens ont de l'argent pour faire des élections frauduleuses. Maintenant, quand vous venez déclarer la guerre aux journalistes qui font le travail, qui apportent de l'eau à vos moulins, ça fait quand même un peu insensé, quoi. Donc j'ai dû mettre les points sur les i. Et bon, voilà, nous, on n'est pas là pour s'occuper des partis politiques. Ils font leur choix, ils font, je sais pas, ils font leur choix politique, ils assument, hein, ils assument. Et aujourd'hui, on voit bien que Max Kamel a dit, l'opposition est dans un état comateux, totalement comateux. Et ça, c'est le résultat des 30 ans de lutte. À un moment donné, ça fatigue. Il faut s'arrêter pour faire le bilan, il faut changer le logiciel de combat, il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché, il faut prendre en compte aujourd'hui les nouvelles réalités de la lutte politique au Togo et en Afrique pour l'intégrer dans la nouvelle démarche. Si vous ne faites pas ça et vous ne continuez pas à crier comme vous criez en 1990, personne ne s'occupera de vous parce que, je venais de le dire tantôt, les Européens ou les Blancs par nature sont froids. S'il y a de l'or dans cette chambre-là, si le blanc peut bombarder la chambre là-bas et aller prendre de l'or, il peut avoir des milliers de morts, il s'en fout. Il tire un missile dessus, après il ramasse l'or, il part. Ce n'est pas son problème. On a vu en Irak, on a bombardé des gens juste pour le pétrole. On a détruit le régime de Saddam Hussein, on a tué les gens juste pour le pétrole. Ce n'est pas leur problème. Au Mali, c'est la guerre de l'or et des intérêts. Mais ce n'est pas leur problème. Maintenant, quand vous venez pleurnicher devant les gens, que bon, aidez-nous, nous, on ne vous regarde pas. Donc, au Togo, les gens doivent sortir des sentiments. Les gens doivent comprendre que le pouvoir, pour l'exercer, il faut être vraiment, je ne sais pas, il faut rentrer dans la peau d'un dirigeant, comme si vous avez déjà le pouvoir, et aller chercher ce que vous voulez. Vous donnez les moyens pour aller chercher ce que vous voulez. Ouattara, par exemple, quand vous voulez déloger Gbagbo, il a mobilisé le monde entier pour aller déloger Gbagbo. Il a fait, il a été condamné par les gens, mais il voulait le pouvoir, il a eu. Ça n'a pas de sentiment. Alors, si nous, on est là à tourner autour du pot, à nous invectiver les uns les autres, à chercher les poux sur les têtes rasées, à dire que bon, c'est tel qui a fait ci, c'est tel qui a fait ça, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi, sans se mettre nous-mêmes en cause, ça veut dire que nous n'avons pas un grain d'humilité en nous pour comprendre que nous aussi, nous avons participé à rendre la situation stagnante depuis des années. Voilà ce que je voulais dire. Et bon, voilà. Les critiques, elles sont bonnes, nous les acceptons, nous sommes suffisamment humbles pour accepter les critiques, nous n'avons pas la grosse tête, nous sommes des gens qui sont sur terre, et la preuve, nous avons créé cette tribune-là pour contourner la censure, faire nos débats et apporter notre plus au débat. Et moi, je suis pour le débat. Si quelqu'un veut débattre avec moi, qu'il s'affiche à visage découvert
Et puis on va débattre, idée contre idée, et puis après, bon, celui qui gagne, on se donne la main, et puis on avance. C'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière et que jaillit le développement, voilà quoi. Merci beaucoup Max, Ferdinand, et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et Max Kamel, vous avez il repart bientôt, lui, il va chez Macron, il retourne chez Macron. Non, non seulement que je retourne chez Macron, je suis francophile. Je ne vais pas avoir de problème pour moi. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, autant de façon que lors de votre prochain retour à oui, forcément, vous passerez dans l'émission. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Ferdinand. Merci Zidore, merci à tous ceux qui sont là. Merci à Max qu'on a chopé rapidement. Bon, il fait un peu la viale, mais bon. On l'a chopé. On l'a chopé rapidement. On l'a chopé rapidement. Il s'est amené. Ça fait du bien en fait qu'on démocratise la parole, qu'on parle sur des canaux de ce genre, qui ne sont pas des canaux, comment je dis ça, classiques, mais qui permettent de toucher un grand monde de public. Aujourd'hui, quand il n'y a pas l'autre journal, les gens nous demandent, nous mettent la pression, bon, il faut vraiment nous faire le journal. C'est devenu chaque semaine le rendez-vous de tous les gens, parce que on a constaté que sur les médias, les radios aujourd'hui, bon, tout va dans le même sens, quoi. Il n'y a plus vraiment de débat. Les gens sont là pour parler en bien d'un système et tout et tout. Donc cette tribune permet quand même d'ouvrir les yeux des gens et je pense que c'est... on va tout faire pour garder la ligne, pour que cette tribune ait de l'avenir, quoi. C'est important parce que la lutte pour la démocratie a besoin d'éclaireurs, a besoin de débats, a besoin de confrontation d'idées. Et cette tribune, nous l'offrons aussi pour les hommes politiques. On en a reçu certains ici. Ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas passer nos têtes, ne les plaisent pas, c'est leur problème. Bon, aujourd'hui, tout le monde peut créer une page YouTube pour faire passer ses idées. Guillaume Soro en a plusieurs. C'est un ami de Max. Il en a plusieurs. Et donc, voilà quoi. Donc, nous, on fait de notre mieux. Voilà. Ce n'est pas facile pour nous, c'est très risqué, mais c'est le prix à payer pour que demain, on soit libre dans ce pays, quoi. Merci, merci beaucoup, merci. Messieurs. Nous disons merci aussi aux techniciens, surtout au chef technicien Marc Azangban qui a fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire Marc. Merci également à Henri Bassapon, merci aux stagiaires, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine.